Je vous remercie, Monsieur Snoussi. Je vous remercie Canon Médical de nous avoir invités, de nous avoir donné cette occasion. Et alors, où est-ce que... Voilà. Donc là, je vais présenter quelques cas. Allez-y. Ah bon? D'accord. Très bien, d'accord. Donc là, nous allons faire participer l'assistance avec des petits quiz. Hein? Alors, c'est... où est-ce qu'elle est, présentation? Une série de cas présentations. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Tu l'as mise où, docteur? Attendez, présentation. Tu l'as mise où, docteur? Merci. Tu l'as mise où? C'est moi. D'accord, elle est là. Donc, nous allons présenter voilà, une série de cas qui sont passés chez nous au service, de radiologie de l'EHU d'Oran. Donc là, on va vous appeler à participer avec nous. Donc, de temps en temps, on va vous demander qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous allez dire de ce qu'on va. Donc, voilà. Afin de participer, vous allez scanner le QR code. Alors, comment? Là, je vais appeler, c'est Dr Abebsi qui va m'aider dans ce sens. Il faut... Donc, vous scannez le code, le QR code. Je permets là. Voilà, il faut le tirer un petit peu. C'est bon, c'est accessible. Alors, nous allons commencer par le premier cas. Là, il s'agit d'une jeune fille de 21 ans, sans antécédent particulier, qui se présente au niveau des urgences médico-chirurgicales des UMC de l'AHU pour une douleur pelvienne plutôt latéralisée à droite, donc une algie aiguë latéralisée à droite. Donc, la malade s'est présentée avec plusieurs échographies faites. Ouais, bon, j'ai une voix qui porte déjà. Donc, 3 échographies faites. Ces échographies objectivées des ovaires augmentés de taille, instrument hypericogène et une disposition périphérique des follicules. Donc là, elle s'est présentée au niveau des urgences pour la réalisation, au niveau du service de radiologie, pour la réalisation d'une TDM pelvienne. Alors là, je vous montre, je vous fais passer, défiler la vidéo. Et on va vous demander de nous dire, il s'agit de quoi? Voilà, une première, je vais la repasser. C'est bon, bien je repasse une 3e fois. C'est bon? Alors, quel est votre diagnostic? Vous pouvez répondre si ça ne vous dérange pas? Non, il n'y a pas d'image d'écho. La malade n'a pas ramené ces images. Il y avait un petit compte rendu où on vous a lu ce qu'il y avait. Mais on n'a pas vu les images échographiques. Donc nous, c'était pour la pratique du scanner. Et là, c'est le scanner qu'on demanderait de... Voilà. C'est bon? Oui. C'est elle qui va... Je travaille en collaboration avec Dr Abebsi. C'est elle qui va vous dire qu'est-ce qui a été dit. Hein. Bon, Dr Abebsi, qui est une maître assistante à l'EHU. Hein, voilà, je la présente en parallèle. Je crois que ça prenne beaucoup de temps. Hein. C'est bon? Alors, majoritairement, qu'est-ce que c'était? Alors, voilà. Donc là, on vous fait défiler encore une fois. Là, c'est l'angioscan, où on a les artères ovariennes qui sont perméables. Donc, le scanner fait. Donc, qu'est-ce qu'il a objectivé? Il a confirmé ce qu'il y avait sur l'échographie. Donc, on a
deux gros ovaires avec un kyste ovarien à droite. On a le signe du kysting ovaris, donc c'est l'accolement des deux ovaires à la face postérieure de l'utérus non, je reviens à ça, voilà, avec les structures digestives. Et donc là, on va penser à un diagnostic. D'accord? Je pense que tout le monde a pensé à ce diagnostic, puisqu'il y a déjà un signe qui est évocateur, mais on va quand même compléter par une IRM. D'accord? Alors l'IRM faite, on trouve un hydrosalpinx. Donc on a les deux ovaires qui sont augmentés de taille avec l'ovaire droit qui est hétérogène, avec une chute de signal et des foyers sans signal, donc des dark spots. On a un épaississement du torus. J'enlève ça? D'accord, je serai plus à l'aise. Donc, et là, le diagnostic évoqué, c'est une endométriose pelvienne profonde. Donc là, il y avait un signe qui parlait, voilà, c'était évident. Et donc, c'est une endométriose, alors que la malade a traîné plusieurs jours et elle est venue au niveau des urgences pour une suspicion de torsion ovarienne. D'accord? Donc là, on va dire qu'un petit mot. Donc on va vous dire qu'il faut y penser, c'est une cause fréquente d'algie pelvienne inaugurale, qu'il faudra y penser à chaque fois qu'on a certains signes évocateurs et il faudra prendre son temps pour faire certains examens pour élucider la pathologie. Donc ça, c'est le premier cas. Donc on va passer au deuxième cas. Là, c'est une femme, c'est toujours une femme encore, il n'y a que des femmes là. Hein. Donc une femme de 59 ans qui se présente au niveau des urgences qui a présenté dans ses antécédents des céphalées chroniques avec des crises convulsives et elle se présente pour une TDM, enfin aux urgences et bien sûr pour une TDM cérébrale pour altération de l'état de conscience. Alors, le scanner fait, voilà ce que vous avez. Je repasse les images. Bon, je vais revenir. Non. Donc, un scanner et un angioscan. Alors, à quoi vous pensez là aussi ? Donc, on attend vos réponses. Voilà, il faut... La Pepsi, tu me dis quand c'est bon. Il répond directement sur... Il y a une application, oui, voilà. Après, je donnerai la réponse directement. Hein. C'est bon? Alors, il y a eu bonne réponse? Oui. Alors, que vous évoque cet aspect? Bon, voilà, on va commencer par l'angioscan, où on a une dilatation vasculaire au niveau osseux, donc il faut penser à faire la fenêtre osseuse. On a une ectasie veineuse très importante au sein de l'hématome. Donc, bien sûr, il y a eu un hématome intraparenchymateux. Donc là, c'est l'angioscan. Donc, vous avez le peloton vasculaire veineux qui communique, et bien sûr, là, je pense que le diagnostic est là, qui communique avec une artère turmérienne superficielle qui va s'aboucher au niveau, là, qui est une branche de la carotide. Bon, je vais repasser. Une branche de la carotide externe. Et donc là, on pense, enfin le diagnostic, on va poser le diagnostic, pas on pense. Alors, à une fistule durale artério-veineuse. C'est bon, ça a été... C'est bon, c'est pas... Et donc, la fistule artério-veineuse, elle représente 15% des anomalies artério-veineuses intracrâniennes.
c'est une communication artério-veineuse transdurale. Donc, elle est majoritairement veineuse, bien sûr. L'artère durale extracérébrale, c'est une branche de l'artère carotide externe. Et il faut penser à jeter un coup d'œil, bien sûr, à la fenêtre osseuse pour voir la dilatation vasculaire qui permet le passage de cette artère superficielle vers en intra-parenchymateux. D'accord? C'est bon? Donc, on va passer au troisième cas. J'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Non, là, il faut... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Là, c'est un homme de 40 ans qui se présente à qui on a demandé un scanner. Il présente les symptômes suivants. C'est des vomissements postprandiaux et une douleur épigastrique. Donc, le scanner fait... Il est là. Donc, fait avant et après injection. Là, vous avez l'injection directement. Alors là aussi, on vous demandera à quel diagnostic vous pensez. C'est bon? C'est bon, docteur Bussi? Mazella? Il fait réfléchir, on va défiler une troisième fois. Allez, et ça sera la dernière. C'est bon? Je passe? D'accord. Allez. Et là aussi, on vous demandera de quel diagnostic il s'agit. Et alors? Vous avez pensé? Le dernier. D'accord, le premier diagnostic. Alors, le premier diagnostic, c'est quoi? Donc, c'est un malade, on a dit, qui s'est présenté aux urgences. Enfin, non, pas aux urgences, c'est un malade programmé pour un scanner. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un épaississement, un important épaississement digestif irrégulier, largement nécrosé, avec une béance duodénale interne, donc comblant. Et premier diagnostic auquel on pense ici, c'est bien sûr, d'abord, un lymphome. Non, bon, là, il y a le GIST qui vient, mais le GIST, il est venu après une biopsie. Donc, c'est le premier diagnostic. Bon, une biopsie a été faite à ce malade. Donc, en premier lieu, c'était le lymphome qu'il fallait évoquer. Bon, là, il a fait une biopsie, donc en pensant au lymphome, mais c'était un GIST. Mais le malade a été mis sous traitement. Il n'a pas répondu au traitement. Et donc, il fallait revoir. Peut-être qu'on s'est trompé. Et là, une deuxième biopsie a été faite. Bon, la lésion a été biopsiée, étiquetée comme tumeur stromale gastro-intestinale. Il a été mis sous traitement, il n'a pas répondu et il fallait reconsidérer le diagnostic. Une deuxième biopsie a été faite. Et voilà, une deuxième biopsie a été faite. Et le résultat de l'anapathe, c'était une tumeur desmoïde intestinale. Donc là, c'était le traitement qui était, le diagnostic qui était redressé, le malade qui a été confiné il a suivi une thérapie, et là, il va mieux. Et donc, c'était finalement une tumeur desmoïde intestinale. Alors, la tumeur desmoïde intestinale, c'est une tumeur qui est extrêmement rare. C'est une tumeur qui est normalement bénigne, et c'est une tumeur des tissus mous qui est normalement bénigne à extension locale, mais qui ne métastase pratiquement jamais. Elle peut être sporadique ou bien syndromique, rentrer dans le cadre d'un syndrome, la PAF ou la trisomie. Et là, il faudra y penser. Et bien sûr, normalement, il faut avoir une corrélation radio-anatomopathologique. Et donc, c'est un diagnostic qui a été redressé. Et finalement, c'est une tumeur desmoïde. Donc là, c'est bon. Alors, on va passer au quatrième cas. Alors, le quatrième, c'est un homme de 45 ans qui présente une douleur pelvienne intense avec constipation. D'accord? Là aussi, il a été orienté pour un scanner. Le scanner fait, et voilà, et vous nous dites à quoi vous pensez en premier lieu.
Je vais encore repasser les images. Il y a Pepsi. Pas encore? Je ne prends pas beaucoup de temps, c'est bon. D'accord, merci. De toute façon, il reste 5 ans. Et alors, vous avez pensé à quoi? On peut avoir une réponse orale comme ça? Hein? Un cordon. Ben oui, le premier diagnostic à poser, c'est un cordon. Mais finalement, ce n'est pas un cordon. Hein? Mais oui, c'est le premier diagnostic à évoquer. Pourquoi? Parce qu'il y a la lyse osseuse. Donc, il y a la fonte osseuse, finalement. Donc, voilà. Alors, il y a une lyse osseuse très importante, réalisant une fente sacrée. Donc, vous avez l'excavation qui est occupée par une masse solide, hétérogène par la présence de débris osseux, présence d'air, de bulles d'air, la lyse osseuse qui est un petit peu étendue, donc c'est tout le sacrum qui est touché, avec même les toits du cutis qui sont. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un épaississement de la paroi rectale. Voilà, donc il y a un épaississement de la paroi rectale, donc bien sûr la masse, elle est extensive, elle touche tout le périnée. Et donc, finalement, bon, on a une IRM aussi qui a été faite pour ce même patient. Donc, on a un œdème osseux très important, la lyse et l'œdème très important, avec l'épaississement, bien sûr, rectal. Et donc, finalement, c'était une tumeur, une néoplasie du rectum avec extension osseuse. Donc, là aussi, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a pensé en premier lieu à une tumeur osseuse, type cordon à extension partie molle pelvienne. Mais bon, on va dire un petit mot que la tumeur osseuse, les lésions osseuses, quand elles sont à point de départ osseux, il y a d'abord la lyse de la corticale et après l'extension vers l'envahissement des structures adjacentes. Par contre, inversement, quand la lésion elle est rectale, elle touche d'abord la muqueuse et donc c'est d'abord le franchissement de la séreuse et après passer aux différents organes avoisinants. Et donc là, c'était une tumeur osseuse et c'était une tumeur rectale à extension osseuse, pas le contraire. D'accord? Donc voilà. On va passer au dernier cas. Alors, le dernier cas, c'est un homme de 55 ans qui a un mélanome choroïdien avec antécédent de métastase hépatique opérée. D'accord? Métastase unique hépatique opérée. Il vient pour un bilan d'extension. Donc, il est là pour un bilan d'extension. Le scanner fait. Voilà, qu'est-ce qu'il retrouve, le scanner? Je repasse les images. Hein? Asymptomatique, c'est le bilan d'extension. Il est venu pour un scanner dans le cadre de son bilan d'extension. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas ça. Non. Il a un mélanome. Un mélanome avec métastase hépatique opérée. Et là, il vient pour un bilan d'extension. Alors, le bilan d'extension, il y a une lésion qui est là. Voilà, une dernière fois. Et vous nous donnez vos réponses, s'il vous plaît. Alors? Hein? À quoi vous pensez? On peut le dire oralement, allez-y. À quoi vous pensez? Métastate, à quel niveau? Appendice. Angiodysplasie, d'accord. Alors, on va vous faire défiler, et voilà ce que vous avez. Donc, c'était la métastase dont vous avez parlé, Dr. Floueni, c'est ça? Vous avez parlé de ça. Donc, on a un nodule suspect, on a un nodule spontanément hyperdense qui prend le contraste, donc qui est suspect, puisqu'il est là. On a une petite collection, une petite formation kystique. Non. Bon, là, vous avez la réponse là. Donc, on a une petite formation kystique. Donc, au début, on a pensé à un problème appendiculaire
avec probablement une métastase unique, mais il fallait bien voir le scanner, il fallait bien analyser le scanner, et non. Attendez, je vais d'abord défiler les images. Bon, le nodule, il est là, avec la collection, le kit qui est là, point d'interrogation, qu'est-ce que c'était? Et vous avez deviné maintenant quelle est la réponse. On a une hernie inguinoscrotale avec un testicule qui est très hypotrophique, le testicule gauche qui est très hypotrophique, d'accord? Et on a des bourses vides. Donc finalement, c'est quoi? C'est une ectopie testiculaire abdominale. Alors le malade a été pris en chirurgie d'abord, hein, pour vous dire qu'il y a eu quand même une erreur diagnostique. Donc le malade a été pris en chirurgie pour métastase probablement région appendiculaire. Donc quand il y a eu la laparotomie, ils ont trouvé que c'était un testicule, ils ont suivi avec le canal différé, et là ils ont appelé l'équipe d'Uro. Bon, il a été opéré une deuxième fois en différé, pas le même jour, et c'était réellement un testicule ectopique. La pièce anatomique qui est partie à l'anapathe, c'était un testicule ectopique abdominal dégénéré. Voilà, dégénéré. Bon, comme on sait que les ectopies testiculaires dégénèrent le plus souvent, et donc finalement c'était ça le diagnostic, ectopie testiculaire intra-abdominale dégénérée. Voilà, et je pense que, bon voilà, là on a un petit truc pour dire que les testicules, quand ils sortent, il faut penser à ça. Donc la première fois, le scanner n'a pas été très bien, et donc c'est-à-dire on plonge directement vers un diagnostic de comme il y a un terrain prédisposé, c'est le néo, tout le monde pense à la métastase, et donc il fallait juste bien analyser. Bon là, ça a été rattrapé par la chirurgie, hein, pas par la radio, et je vous remercie pour votre... voilà. Merci. Merci, professeur Taharaoui.